Bonjour à vous toutes. Je vous laisse vous présenter pour commencer cette vidéo. Je suis Franck Berthier, maître d'armes. Je vais bientôt avoir 64 ans et par habitude, j'ai l'habitude de dire que j'ai 64 ans d'escrime parce que mon père était maître d'armes. Voilà. Je suis marié et je suis papa de deux grandes filles, grand-père, un petit garçon d'une petite fille et très prochainement d'un troisième garçon, d'un deuxième garçon. D'accord. Donc vous êtes originaire de quelle région à peu près de France? Alors, je suis né au Maroc. Ok, d'accord. J'y ai très peu vécu. J'en suis parti à 5 mois. Et comme mon père était maître d'armes militaire, j'ai suivi les affectations de mon papa. Donc d'abord à Antibes au Fort Carré, puisque c'est là-bas qu'il a passé sa maîtrise d'armes. Ensuite à Fontainebleau, à Bourges et enfin à Orléans. Alors moi, comme je vous disais, j'ai beaucoup d'années d'escrime. Forcément, j'ai commencé l'escrime très très jeune. La première fois à Fontainebleau, dans une école militaire, forcément, avec mon père. Mon père était adjoint avec le maître marinier, très grand maître d'armes, qui a formé quelques champions aussi. Et, voilà. Et ensuite, vraiment, la vie compétitive, en ce qui me concerne, a débuté à Bourges. Euh, D'abord aussi dans un cercle d'escrime militaire, à l'ESAM de Bourges, l'école du matériel de Bourges. Puis ensuite dans un club civil dans lequel mon père intervenait au CS Bourges, le club sportif de Bourges. Voilà. Et, là, j'ai commencé à avoir quelques résultats nationaux encourageants, des titres de champion de France scolaire, notamment pour le lycée Alain Fournier de Bourges. Et quand en 1977, le premier sport-études en fait vraiment de haut niveau s'est créé à l'INSEP, à l'Institut national du sport et de l'éducation physique à l'époque. J'ai intégré cette structure. Mon papa avait quitté l'armée, était déjà CTR depuis 1969. Et donc il avait plus de raison d'être de rester à Bourges. Et pour se rapprocher de Paris, il s'est installé à Orléans. Ce qui a aussi bénéficié au cercle d'escrime orléanais, puisque à l'époque, les deux maîtres d'armes qui en étaient les responsables ont pris leur retraite. Donc il a pu intervenir la dernière partie de sa carrière au cercle d'escrime orléanais. Voilà. Dont j'ai été licencié un an, l'année de mon premier titre de champion de France junior, voilà, en 1978. Ça remonte à loin. J'étais déjà en équipe de France junior à cette époque-là. Et puis j'ai passé jusqu'en 82 toutes mes années d'entraînement à l'INSEP, en compagnie de Jean-François Lamour, d'Hervé Granger-Véron, de Pascal Godet, qui avait été formé à Bourges. C'est un ancien tireur berruyer qui a ensuite déménagé dans le nord à Tourcoing. Voilà. Et puis en 81, pour moi, il était temps d'avoir un métier. Donc j'ai passé le concours de l'école normale, que j'ai réussi, pour devenir instituteur. En parallèle, j'ai continué un petit peu la compétition, mais je m'entraînais plus aussi assidûment qu'auparavant, donc on est vite dépassé dans ces cas-là. J'ai tenté ma sélection olympique en 84, mais j'ai pas été retenu. Si on parle un petit peu des Jeux olympiques, j'aurais dû disputer ceux de 1980 à Moscou. J'étais deuxième au classement, il y avait 3 sélectionnés. Et avec les problèmes entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque et l'Afghanistan,
Vous savez, il y a eu un boycott d'une certaine partie des pays du monde. Et la France a réduit sa délégation et malheureusement, bien qu'à 15 jours du départ, j'avais les costumes, j'avais les tenues, tout, on avait pris les mesures. Ouais, ben, on m'a dit non, il y a 2 sabreurs qui partent pas. Bon, il n'y a plus qu'un seul qui va, c'est Jean-François Lamour. Ouais, quand on a 22 ans et qu'on est compétiteur, c'est une sacrée déception dans sa vie. Et voilà, ça a été un vrai coup de massue, quoi. Voilà, bon, enfin, il y a des choses plus importantes dans la vie, hein. Et, ensuite, je me suis dit, ben, je vais faire probablement les jeux autrement. Parce qu'en parallèle, depuis très longtemps, j'étais arbitre international au sabre et au fleuret. Et c'est moi. C'est le vibreur. Bon, faut éteindre ou pas? Non, non, non. Bon, et donc, j'ai eu une carrière encore plus brillante en tant que, en tant qu'arbitre, puisque j'ai fait une dizaine de championnats du monde et 3 Jeux olympiques. Les Jeux de Séoul, Barcelone et Atlanta. Voilà, en arbitrant. Pour l'anecdote, la dernière touche mondiale au sabre non électrique, parce que vous savez, à l'époque, le sabre n'était pas électrifié. Et donc, la dernière épreuve qui a eu lieu officiellement à l'international, c'est celle des Jeux Olympiques de Séoul en 88, finale entre l'URSS et la Hongrie. Et j'étais arbitre de la finale de cette rencontre avec un Italien. Et c'est moi qui ai arbitré le dernier match et donc la dernière touche officielle au sabre ordinaire. Ça, c'est vraiment pour l'anecdote. Victoire de la Hongrie aux touches sur l'URSS. Voilà. Et puis, donc, 10 ans d'instituteur et en parallèle, maître d'armes au Cercle d'Escrime orléanais. Enfin, instituteur à partir, si on compte les corps normales, à partir de 81. Instituteur en poste beaucoup plus tard parce que après 3 ans d'école normale, tout de suite j'ai pris 2 ans de congé de formation pour passer mon diplôme de maître d'armes à l'INSEP, mon brevet d'état premier et ensuite deuxième degré. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu une formalité pour moi, mais bon, ça m'a permis de recôtoyer un petit peu les athlètes de l'INSEP, d'être au niveau, de me remettre à la page un petit peu sur l'entraînement. Et donc à partir de 86, j'étais instituteur. Et puis ben, le soir, 3 soirs par semaine, maître d'armes du Cercle d'Escrime orléanais. Voilà. Plus en parallèle toutes les compétitions d'arbitrage dont je vous ai parlé précédemment. En 94, mon papa a pris sa retraite. Et donc ça, c'était c'était pas un secret, mais mon vœu le plus profond, c'était de pouvoir intégrer les services de la fédération, enfin d'intégrer jeunesse et sport, comme j'étais maintenant fonctionnaire de l'éducation nationale, que les détachements étaient encore en vigueur à cette époque-là. Bon, ben, j'ai réussi à prendre la succession de mon papa et d'être donc détaché de l'éducation nationale auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports et placé auprès de la fédération, puisque comme tout cadre technique. Donc à partir d'octobre 94, je suis devenu le conseiller technique régional de la Ligue d'escrime de la région centre à cette époque. Voilà. Pendant 8 ans. Avec comme président tout d'abord Serge Bailly. Alors, un temps très très court parce que je crois que c'était 2 ans, en 96 ou 97 il y a dû y avoir des élections, enfin il y a eu des élections et c'est Jean-Louis Desnoux qui est devenu président de Ligue, donc
j'ai beaucoup œuvré avec ces deux personnes à ce moment-là pour la Ligue, notamment en créant cette fameuse section sportive au lycée Chalpegui, section sportive régionale qui était faite pour permettre un petit peu à tous les escrimeurs, fleurettistes, épéistes et sabreurs de la région centre d'assouvir leur passion sans que leurs études en pâtissent, quoi, hein. C'était ça un peu la philosophie de départ de la section sportive. Alors, avec un partenariat avec les deux clubs de l'agglomération orléanaise. En premier lieu, le cercle d'escrime orléanais pour le sabre et l'épée, puisque c'est les armes que pratiquait ce club. Et puis, la spécialité du cercle d'escrime de Saint-Jean-de-la-Ruelle était plus le fleuret, et donc toute la partie fleuret était gérée par le club de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Voilà, ben, je pense que cette section, elle a prouvé toute sa nécessité, et puis les résultats sont très très vite arrivés, puisque notamment au sabre, mais dans toutes les armes, on a eu des tireurs classés nationalement à un très haut niveau. Alors bon, le sabre a très vite performé, notamment avec les deux titres de champion du monde de Clément Martin, mais ce n'est pas le seul sabreur à briller à cette époque-là, puisque je me rappelle que François Massot était remplaçant pour ses championnats du monde. À l'épée, Félicie Rigensen était remplaçante à l'épée dame. Que l'équipe de Fleuret avait été championne de France scolaire. Voilà, bon. Donc vraiment une très très belle période. Et puis la Ligue, je pense qu'il s'est structuré davantage, qui a progressé à tous les niveaux, que ce soit en termes de nombre de licenciés, même si j'ai un petit regret parce que dans mes bilans, je m'étais toujours fixé comme objectif d'atteindre, de dépasser les 2000 licenciés. C'était un cap, quoi. Voilà, bon, et sous ma responsabilité, on n'y a jamais arrivé, mais bon, mes successeurs y sont parvenus et j'en suis très heureux. Des diplômés fédéraux aussi en nombre, que ce soit les arbitres ou les initiateurs, moniteurs de l'époque, des maîtres d'armes, des enseignants qui sont passés profs de sport aussi. Voilà, donc vraiment, je crois on a travaillé et investi tous les champs des interventions possibles. Et la Ligue d'escrime de la région centre était vraiment reconnue et pilote au niveau fédéral. Et bon nombre d'actions ont été copiées, c'est pas très, très joli, mais ont inspiré d'autres régions aussi. Donc voilà, un bon moment. 8 ans de CTR. Et donc quand on met en place une section sportive et qu'on a du résultat avec ses athlètes dans une discipline, il y a eu l'essor aussi du sabre féminin à ce moment-là. Enfin, pas l'essor, la possibilité de pratiquer le sabre féminin. Donc, et c'est vraiment la naissance de la sixième arme de l'escrime à cette époque-là. Les résultats aussi aidants, on est repéré et il fallait une structure de haut niveau au niveau du sabre d'âme. Et donc il y a eu en 2002 la création du pôle Espoir à l'époque, du pôle Espoir de sabre à Orléans, au sein du lycée Charles Péguy, avec des interventions à la salle du cercle d'escrime orléanais. Et on m'a confié la responsabilité de ce pôle et des équipes de France, d'abord du sabre homme puis du sabre dame pendant 11 ans. Bon, avec des médaillés
mondiaux, européens, que ce soit hommes et femmes. Et vraiment un réel bonheur pour moi, épanouissement, de retrouver le haut niveau international, les compétitions à l'étranger, et puis aussi d'amener des athlètes à se surpasser. Et puis, c'est la chance d'ailleurs de notre métier. Là, je vous ai parlé de maître d'armes, d'arbitre, de cadre technique régional, d'entraîneur de pôle. C'est que effectivement, on peut diversifier nos missions et ça a toujours été un peu ma philosophie de, de dire qu'on est performant 8 à 12 ans dans un domaine et qu'après, il faut déjà essayer de préparer ses successions, puis savoir s'intéresser à autre chose et se donner d'autres challenges. Et c'est ce que j'ai fait en 2013, juste après les Jeux de Londres. Enfin, j'étais pas concerné directement par les Jeux de Londres, mais c'est souvent, c'est l'époque d'élections au sein de la fédération, de changement éventuellement de direction technique nationale. Et le DTN de l'époque, le maître Christian Peters, m'a appelé pour un rôle d'adjoint au directeur des équipes de France avec une action primordiale sur la coordination de tous les pôles. France relève, puisque le nom avait changé, hein, ce sont devenus après des pôles espoirs, ce sont devenus des pôles France relève. Jeunes d'abord, pardon, excusez-moi, pôle France jeune, puis pôle France relève. Bon, en fait, ce sont les structures qui concernent les M17 et M20 principalement. Donc j'avais la coordination des 6 pôles métropolitains, plus le pôle anti-Guyane à Pointe-à-Pitre. Donc là, ça m'a permis de me rapprocher aussi des collègues des autres armes, davantage. J'avais pratiqué le fleuret dans ma jeunesse, j'ai été arbitre de fleuret. À un moment donné, d'ailleurs, dans ma carrière, il a fallu choisir entre fleuret et sabre. Bon, mais je suis un passionné d'escrime et des 3 armes. Et donc cette coordination des pôles France relève et l'accompagnement des équipes de France jeunes sur les championnats d'Europe, les championnats du monde ou même les Jeux olympiques de la jeunesse a été une période très enrichissante et nouvelle pour moi qui m'a permis de mettre une nouvelle étape dans ma carrière professionnelle. Alors là, depuis les dernières élections et la nomination de Virginie Taubor comme directrice technique nationale, je suis maintenant missionné auprès du directeur technique national adjoint chargé un petit peu brièvement de la vie sportive et des organisations. Et je suis le référent national du sabre, référent de certaines grandes organisations et notamment par mon implication dans les directeurs techniques de toutes les Coupes du Monde ou Coupes d'Europe se disputant en France. Avec le vœu d'être bien engagé au moment des Jeux Olympiques de Paris dans ce domaine. Voilà, je suis un petit peu maintenant un multitâche. J'arrive à un âge où quand même mon expérience et ma compétence, en toute modestie, hein, sont reconnus, enfin on m'en fait part et c'est très très gratifiant d'être reconnu par ses pairs. J'ai encore quelques interventions aussi avec le domaine scolaire et universitaire. Sur les scolaires, vous savez que la France organisera les gymnasiades cette année. Donc c'est vraiment c'est en quelque sorte un mini championnat du monde
des scolaires. Ça se déroulera en France. C'est vraiment la compétition qui va lancer un petit peu l'Olympiade avant Paris 2024. Je sais que l'État est très attentif à ce focus-là. Et puis, ben, il y a d'autres grandes échéances qui nous attendent aussi dans les mois et semaines qui viennent. Voilà, alors ma fin de carrière concernant le haut niveau, je vais dire, ben, a été conjointe avec les Jeux Olympiques de Tokyo, reportée d'1 an, mais ben, mon souhait le plus cher, c'était de terminer ma carrière d'enseignant au Cercle d'Escrime orléanais avec des médailles olympiques. C'est ce qui est arrivé puisque j'ai entraîné Manon Brunet pendant de nombreuses années. D'autres grands entraîneurs ont pris la suite, bien entendu, pour l'amener à ce niveau-là. Et puis Cécilia Berder. Donc voilà, ben, une médaille de bronze et allez, je vais dire 2 médailles d'argent, même si c'est qu'une seule par équipe, mais d'élèves d'athlètes et de femmes qu'on a côtoyées, qu'on côtoie encore. Ben, voilà, c'était une belle manière, je pense, de mettre fin à toutes mes activités d'enseignant dans ce domaine. Alors, bon, mon propos a peut-être été un peu décousu, j'espère que vous vous y retrouverez dans tout ça, mais ouais, une belle carrière qui n'est pas finie, qui est jalonnée d'années olympiques aussi, ou d'années mondiales, mais voilà, l'escrime, c'est une passion extraordinaire. Elle m'a beaucoup apporté, donné, et je lui suis redevable. Et tant qu'on voudra bien s'attacher de mes services, eh bien, j'essaierai de la servir du mieux possible. Voilà. J'attends vos questions. J'espère ne pas avoir été trop long. Voilà, bon, vous voyez là, j'oublie une dernière chose, mais peut-être qu'on y reviendra. Ça, c'est le domaine propre du cercle d'escrime orléanais, mais forcément, j'y suis pas étranger, puisque j'y ai enseigné de 1985 à 2021. C'est les grandes organisations. Le cercle d'escrime orléanais a toujours été un précurseur dans les grandes organisations. C'est le premier club qui a organisé des championnats de France pour la Ligue. Alors moi je vais dire souvent Ligue d'escrime, mais bon je sais que c'est le comité régional. À cette époque-là c'était la Ligue, des championnats de France. Alors de tout type, scolaire, universitaire aussi, mais championnat de France de sabre, d'épée. Puis des grands tournois internationaux. En 88, ben, je vous ai parlé du lancement du sabre tout à l'heure. Avant que n'apparaisse le sabre pour les dames, c'est l'épée qui est arrivée. Et en 88, il y avait déjà quelques compétitions nationales et internationales, notamment en Europe et en France, d'épée féminine. Mais en 88, il y a eu un critérium mondial d'épée féminine, le premier en fait championnat du monde officieux de la Fédération internationale, et il s'est tenu à Orléans. Et, euh, donc voilà encore une épreuve organisée par le Cercle d'escrime orléanais. Et puis depuis 25 ans maintenant, la Coupe du Monde, qui, comme vous le savez, en novembre dernier est devenue de manière exceptionnelle à cause de la situation Covid, un Grand Prix hommes et dames. C'est vrai que cette compétition a fait la renommée du comité régional, mais aussi d'Orléans, et a participé aussi à une certaine, sous une certaine forme, à une partie de la reconnaissance de mes compétences. Voilà. Ok. Écoutez,
écoutez, vous avez lâché un gros morceau déjà. Ah, Il y ouais. a certaines questions auxquelles vous avez déjà répondu. Après, est-ce que vous avez une arme de prédilection, notamment en tant qu'escrimeur, mais aussi en tant Ouais. qu'enseignant? Alors bon, forcément, j'ai reçu un enseignement militaire euh, très structuré, rigoureux, et donc à cette époque-là, on débutait pratiquement dans la grande majorité des clubs par le fleuret, quoi. C'est l'arme d'étude, donc j'ai débuté par le fleuret. Mais aussi à cette époque-là, après, on pratiquait deux armes, voire trois. Bon, je dois dire que les pratiquants aux trois armes, ça a vite disparu après la Seconde Guerre mondiale, mais deux armes, il était encore fréquent de rencontrer des escrimeurs internationaux qui pratiquaient les deux armes. Bon, alors, mon père était vraiment encore un maître d'armes qui faisait partie de cette génération de la pratique aux trois armes. Il a formé des grands fleurettistes épéistes et sabreurs. Bon, mais effectivement, tous les enseignants ont un petit peu une arme de prédilection. Et c'est vrai que mon papa était un peu plus porté sur le sabre. C'est pas ce qui a dicté mon choix. En fait, j'étais assez performant jeune avec une certaine précocité puisque en 73, j'étais encore minime, donc moins de 15 ans, et j'ai fait le même week-end, le samedi, la finale au sabre. C'était les poules finales à 6 tireurs à l'époque. J'ai terminé troisième au sabre euh, de l'épreuve de cadet, du championnat de France cadet. Et le lendemain, le dimanche, alors cinquième ou sixième au fleuret, peut-être dernier de cette poule, je ne me souviens plus, au fleuret. Bon, voilà. Et je me souviens très bien, il y avait le maître Cottard qui était là, ancien directeur technique national et grand ami de mon papa, qui a dit, dis donc, Jacques, il va falloir qu'il choisisse le fiston, là, hein, voilà, bon. Et 15 jours après, il se disputait le championnat de France scolaire. À cette époque-là, dans le championnat de France scolaire, on retrouvait exactement les mêmes participants que les championnats de France fédéraux. Et toujours en étant minime, surclassé, je gagne ce championnat de France cadet scolaire. Et je pense que ça a été le déclic, quoi. Voilà, on va vers ce qui correspond le plus à notre tempérament, qui correspond aussi voilà, à l'ambition des résultats. Le fleuret était un tournant aussi. Bon, ma taille, je suis pas très grand, hein, je faisais 1,70 m. Correspond, ma morphologie, mes qualités physiques correspondaient plus à la pratique du sabre. Voilà, et j'ai choisi le sabre. Mais j'avoue que j'ai grand plaisir à regarder du fleuret. J'étais dernièrement au directeur technique du CIP à Paris. Et à chaque fois que je vois du beau fleuret, je m'extasie devant les phrases d'armes, comme pour l'épée. J'ai des souvenirs de matchs d'épée formidables. Voilà. Voilà le choix du sabre, il s'est fixé là, quoi. Mais c'est vrai que j'ai enseigné aussi au fleuret à Orléans. Bon, un peu moins l'épée. Mais l'épée à un très haut niveau, c'est probablement euh, l'arme enfin, la plus complète de l'escrime. C'est l'arme de duel par excellence. Et euh, voir des matchs de Philippe Riboud à une certaine époque, je vous assure que c'était exceptionnel. Voilà le choix du sabre. Ok. Aussi, en tout cas, on voit que vous avez parlé pas mal de fois des Jeux Olympiques.
toi en tant qu'escrimeur ou plus en tant que formateur ou accompagnateur. C'est des événements qui ont vraiment structuré, j'allais dire votre carrière, mais c'est même votre vie en fait, finalement. Mhm. Et pour vous, ça représente quoi en fait le fait de participer à cet événement au final? Ouais, ouais, les Jeux Olympiques, c'est le Graal pour tout sportif, quoi, ou pour toute personne qui est fondue de sport, quoi. Déjà, il y a très peu de sports qui sont au programme. Donc, quand on est évincé, quand on voit des sports qui sont évincés du programme olympique, c'est une grande tristesse, je pense, pour tous ces passionnés, parce que euh, il y a une telle médiatisation maintenant que c'est un focus universel sur sa discipline sportive, quoi. Alors bon, quand on a été athlète de haut niveau, effectivement, c'est l'ambition, quoi. Il y a effectivement sélectionné, mais il y a aussi performer. Alors, performer d'abord dans les compétitions internationales de sa catégorie, puis les championnats officiels, championnats d'Europe, championnats du monde. Et les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans, quoi. Et voilà, même si en 80, c'était pas en 80, je veux dire, c'était pas encore aussi retentissant qu'actuellement. C'est vraiment 92, entre 92 et 96 que les Jeux Olympiques ont une telle médiatisation, quoi. Et, oui, il y a peu de place, quoi. C'est tous les 4 ans, il y a peu d'élus. Il ne faut pas se louper sur la date. Voilà, une carrière de sportif, c'est pas très long, quoi. Et il faut pas manquer les occasions, quoi. Il faut pas manquer les occasions. En escrime, quand on est sélectionné, on a quand même et qu'on est ambitieux, on a la possibilité d'être médaillé olympique, quoi. Il n'y en a pas énormément sur la planète et encore moins de Français, quoi. Donc, ouais, c'est jamais louper l'échéance. Alors moi, je l'ai loupé en tant qu'athlète. Euh, bon, c'est vraiment un regret fort. Par contre, je me suis toujours dit que je participerais aux Jeux Olympiques d'une autre manière si j'étais pas arrivé en tant qu'athlète. Vraiment, je pense qu'il y a plus beaucoup d'arbitres maintenant qui ont participé à 3 Jeux Olympiques, qui ont arbitré des finales olympiques, qui ont eu la chance aussi de voir ce que c'est que cette manifestation, de participer à une cérémonie d'ouverture, de clôture, de voir d'autres sports au plus haut niveau. Des souvenirs incroyables, quoi. Bon, j'ai, vous savez, bon, j'ai déjoué un petit peu la sécurité au fur et à mesure des jours euh, de compétition. Au début, les systèmes de sécurité sont assez draconiens, puis après, bon, ils voient les personnels de sécurité ou les volontaires ont repéré un peu, et on arrive à se glisser un peu partout. Et moi, j'ai des souvenirs. J'ai réussi au stade olympique, puisque le stade olympique est ouvert à tous les arbitres. On a le pass. J'ai réussi à descendre à Séoul. Il y avait une fosse pour les photographes et les journalistes, caméramans, tout autour de la piste d'athlétisme. Et j'ai réussi à descendre, à en faire tout le tour et à avoir des images de caméra vidéo. J'ai les sauts, par exemple, les sauts en longueur de Carl Lewis au ras du sautoir. Voilà, j'ai le départ de la finale du 110 mètres haies, derrière les starting blocks. Voilà. Bon, ça c'est souvenir à Barcelone. J'étais sur la ligne d'arrivée, au-dessus des juges.
Et j'ai vu l'arrivée de Marie-Josée Pérec. Voilà. À Atlanta, j'étais à la finale du 100 mètres. C'est Donovan Belay, le Canadien, qui gagne. J'ai son papa à 2 mètres de moi, avec sa femme et son enfant qui descendent pour le voir et le saluer. Voilà, des moments forts. Il y en a d'autres, bien entendu. Et puis, il y a les victoires françaises lors de ces jeux, quoi. Euh, bon, le deuxième titre de Jean-François Lamour à Séoul. À Barcelone, le titre de Philippe Omnes. Bon, j'assiste à ce titre-là et Philippe met sa dernière touche et c'est une flèche, il vient un petit peu, bon, et j'étais vraiment pas très loin de lui, quoi. J'ai pu voir, après il a regagné la piste, mais j'ai pu voir vraiment toute son expression de visage à ce moment-là. Euh, Barcelone, c'est le titre aussi d'Eric Srecky. Alors, Eric Srecky, je ne sais plus si vous vous souvenez, c'est Philippe Boisse qui faisait les commentaires, qui était le consultant pour Antenne 2 à l'époque. Et bon, ça a été un titre puisque Philippe Boisse avait été champion olympique auparavant. Ça a été un titre bien arrosé pour lui, à tel point que le lendemain, Philippe Boisse n'a pas pu faire les commentaires avec Nelson Montfort. Et c'est moi qui me suis retrouvé consultant pour la finale de sabre à laquelle Jean-François Lamour a fait troisième et remporté une belle médaille de bronze, troisième médaille olympique individuelle pour lui. Voilà, donc et puis Atlanta, c'est la médaille olympique d'un des plus grands sabreurs mondiaux, Pozniakov. Voilà, vraiment un très très grand sabreur qui restera dans l'histoire. C'est la médaille olympique, j'ai dit, mondiale, hein. Bon, médaille olympique, première médaille olympique de Pozniakov. C'est la médaille de Touya et de, de l'éclosion d'un grand sabreur français. Voilà, à chaque fois, à chaque Olympiade, des souvenirs, quoi. Mais faut pas, on a parlé beaucoup du passé parce que forcément sur une carrière et avec l'âge que j'ai aujourd'hui, mais je préfère retenir les dernières médailles de Manon et de Cécilia et en espérant qu'à Paris elles en aient d'autres et du plus beau métal. Voilà. C'est des médailles qui ont beaucoup apporté pour même le club finalement et la région au final. Ouais, oui, oui. Ouais, je crois que la région et le club d'Orléans, bien sûr en particulier, parce que même s'il y a eu d'autres médailles dans les catégories de jeunes, je pense notamment à Gavin, j'ai oublié son prénom, mais qui m'excuse. Voilà, ça c'est le travail effectué par Véronique Doléan à Saint-Doulchard. Guillaume Gavin, voilà, Guillaume Gavin qui a été champion d'Europe. Je vous ai parlé de Clément Martin. Voilà, il y a eu d'autres escrimeurs qui ont brillé dans la région centre. Et la région centre et le club d'Orléans sont vraiment des structures du 21e siècle, quoi. Le palmarès international des locaux, il débute là, quoi. Voilà, c'est 2000, 2001, le titre de Clément Martin, et c'est la rampe de lancement. Ça a donné probablement des idées. Je pense aussi à Benoît Lambollet qui était sabreur à Bourges et voilà, qui ont lancé
tout le palmarès régional, international. Alors, oui, on pense d'abord aux médailles européennes, mondiales. Et c'est vrai qu'il y a une certaine maintenant pérennité dans ces résultats internationaux au niveau d'Orléans, quoi. Voilà. Alors, vous avez parlé de médaille olympique que vous avez entraîné. Est-ce que vous avez un élève qui vous a marqué plus que les autres? Oh, j'en ai beaucoup. En fait, bon, je vous ai cité les noms, on cite tous ceux qui ont performé et qui ont des médailles, mais on apprend de tous. En fait, euh, dans une carrière, il faut aussi de la chance. Alors, il faut savoir aussi la provoquer ou par sa motivation, son investissement, voilà, fédérer des personnes qui vont vous accompagner. Moi, je dois, c'est pas Franck Berthier, l'individu qui a tout fait. On est un sport individuel, mais qui se pratique collectivement. Et moi, si si on est arrivé à de tels résultats ou à atteindre de tels objectifs, c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui ont collaboré ensemble à la réussite de ces objectifs. Alors, mes collègues enseignants, mais en fin de compte, un enseignant, il doit tout à ses athlètes, quoi. Il est reconnu par le résultat de ses athlètes. Bon, et l'athlète, alors, où est-ce qu'on met le curseur de la part de la réussite de l'athlète? Bon, il est seul sur la piste. On n'a pas, c'est pas la PlayStation. Je suis pas en train de guider mon athlète sur la piste pour qu'il gagne, quoi. Je fais pas, voilà. On a travaillé ensemble, on a collaboré avec d'autres personnes, avec tout un staff, bon, pour que le jour J, ben, il soit le plus fort. Alors c'est arrivé, bon, je vous ai cité déjà beaucoup d'athlètes, mais il y en a aussi dont on n'a pas retenu le nom, mais qui ont marqué ma carrière, comme des dirigeants, comme des personnes du staff, comme des collègues enseignants. Et ça, c'est inévitable, quoi. Moi, je dois beaucoup à tous les présidents ou les élus qui faisaient partie des équipes dirigeantes que j'ai côtoyées, quoi. Euh, les- le préparateur physique de la section sportive ou du pôle, le médecin, les kinés, les professeurs, les proviseurs de l'établissement qui ont tout fait, voilà. C'est une multitude de personnes qui ont concouru pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Alors après, si vous voulez dire que j'ai été un leader dans ce domaine-là, je l'accepte bien volontiers et je pense qu'effectivement, euh, peut-être si j'ai un mérite, c'est que j'ai fédéré toutes ces personnes et que je les ai entraînées un petit peu dans les mêmes rêves qui étaient les miens, quoi. Voilà, et les rêves, ils sont pas faits que pour soi, ils sont faits pour être partagés par le plus grand nombre. Voilà. Ok. Effectivement, je pense qu'en toute modestie, vous pouvez quand même parler de vos compétences et de votre parcours. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui ont débuté l'escrime, que ce soit enfant ou adulte? Je vous ai pas entendu sur la fin de votre question. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui veulent débuter l'escrime? Entrez dans une salle d'armes, venez voir déjà. Voilà. Et ensuite, je pense que l'escrime est encore une des disciplines qui est complémentaire à l'éducation. Alors, il y a avant toute chose, à mon sens, l'éducation parentale. Voilà, elle est primordiale pour les jeunes. Mais en parallèle, il y a d'autres éducations qui doivent servir et
doivent complémenter cette éducation du jeune. Bon, bah, bien sûr, il y a l'enseignement, l'éducation nationale. Euh, Autrefois, on appelait ça l'instruction publique. Et puis, il y a l'éducation faite par les associations, alors qu'elles soient sportives. Mais il y a aussi l'éducation culturelle, la musique, euh, tout ce qui touche à l'art, la peinture, voilà, la sculpture, voilà. Toutes ces associations, euh, ouais, les membres de ces associations, les enseignants de ces associations, elles doivent, à mon sens, concourir à parfaire et à compléter, à mutualiser l'éducation du jeune. Voilà. Et donc l'escrime est encore un des sports qui, à mon sens, est le mieux armé pour satisfaire cela et satisfaire les familles, parce que aussi, avant tout, on doit satisfaire le jeune, mais je pense que euh, quand un jeune vient dans un club, ben, il est soit incité par sa famille, ou soit il a déclaré sa motivation auprès de sa famille, et voilà, donc c'est pas anodin, c'est pas anodin. Et après, bah, comme d'autres sports, hein, enfin même beaucoup de sports, on véhicule des valeurs euh, sur lesquelles il faut pas céder de terrain. Et voilà, après, moi j'ai reçu un enseignement très rigoureux, c'est ce que je vous ai dit de l'escrime, mais ça a beaucoup évolué quand même. On a fait beaucoup de progrès pédagogiques, et, et- et le côté ludique, le côté déguisement aussi de l'escrime, parce on a un costume, quoi, hein, quelque part. Euh, et bah, doit servir et attirer les jeunes. Bah, si on trouve toutes les bonnes conditions, c'est effectivement que cette découverte de l'apprentissage de l'escrime, elle perdure, parce que euh, on peut le regretter, mais on est avec aussi des générations de jeunes qui zappent énormément et qui touchent à tout, qui s'essayent à tout, ce qui est bien aussi, mais euh, peut-être qu'on ne travaille pas assez la persévérance et pour s'engager après, si on a envie de s'engager dans la compétition notamment, mais c'est pas une obligation, il faut un petit peu de persévérance, quoi, parce que l'escrime était quand même, quand on veut la pratiquer en compétition, est excessivement technique, codifiée, et ça demande beaucoup d'investissement et de persévérance. Vous trouvez que c'est plus compliqué aujourd'hui pour les jeunes d'être disciplinés dans ce genre de projet ou dans le sport Bah, les générations changent avec l'évolution du monde moderne, avec les technologies, tout ça. Bon, c'est sûr que je manie probablement pas l'informatique comme vous, ou tous les moyens de communication, voilà, qu'on a à notre disposition. Donc, j'aime pas trop comparer les générations, parce que c'est comme comparer les résultats sportifs, quel était le plus grand champion en 1960 et en 2020, quoi. Non, voilà, il y a des périodes, euh, oui, je pense que les jeunes ne sont plus éduqués de la même façon que ma génération ou les précédentes, et que indéniablement il faut trouver des pédagogies nouvelles et adaptées pour les intéresser.
Voilà, des passionnés, quel que soit l'enfant, on, on peut, on peut en avoir, on peut les faire découvrir notre sport, le faire apprécier, s'engager soit dans l'enseignement, soit dans la compétition, soit dans la formation. C'est tellement varié, soit dans l'arbitrage. On a parlé de l'arbitrage, mais pourquoi deviendraient-ils pas après des dirigeants d'associations, quoi. Voilà, c'est ouais, faire apprécier et faire devenir l'individu un passionné de ce sport, quoi. Ok. Vous dégagez des valeurs en particulier de l'escrime par rapport à Ouais. lesquelles, par exemple, particulièrement? Bah, déjà, le respect des règles, voilà. Le- la ténacité, le goût de l'effort, le partage aussi collectif. Voilà, parce que je l'ai évoqué, c'est un sport individuel, mais euh, on peut pas le pratiquer sans un collectif. Il nous faut de l'opposition. Alors l'opposition, c'est la compétition, mais il faut aussi de la coopération et apprendre à vivre ensemble, à coopérer. Ben, ça me semble primordial. Voilà, et puis le respect des autres. C'est bon, c'est probablement l'une des meilleures écoles de la vie, quoi. J'oublie certainement des valeurs là qui me viennent pas à l'esprit, mais C'est celle que euh, vous tenez le plus. oui, 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 oui. Ok. Bah, si. Bah, là, on peut parler plus au niveau du rôle de CTR, CTS. Donc vous avez été CTS pendant 8 ans, c'est ça? 8 ans, oui. Juste au sein de la région Centre-Val de Nord? Oui. Ouais. Hmm. Ok. Et J'ai, mon père a été CTR pendant 25 ans. Il a été le premier CTR de la région centre. Bon, bon, à l'époque, voilà, bon, il était maître d'armes militaire. Le directeur technique national dont je vous ai parlé tout à l'heure, le maître Jean Cottard, lui a dit, bon, Berthier, ah là j'ai besoin d'un CTR dans l'Académie d'Orléans, parce que ça s'appelait l'Académie d'Orléans à l'époque. Bon, alors tu gagneras pas beaucoup d'argent, là, il y a tout à faire, tu vas prendre ton baluchon, tu vas aller ouvrir des clubs à droite à gauche, tu vas faire des stages, tu vas organiser les championnats régionaux. Bon, voilà, bon, et puis si tu as un peu de temps, tu pourras quand même aussi entraîner un club, voilà, parce que ça te mettra du beurre dans les épinards. C'est comme ça qu'ils parlaient à l'époque. Bon, ouais, c'était des fonceurs, c'était des militaires entre eux. Voilà, ça a été les pionniers des cadres techniques. Euh, bah, c'est bon, c'est toute l'histoire du sport et après la déroute française aux Jeux Olympiques de Rome en 60, quoi. Voilà, ce corps a été créé dans toutes les grandes fédérations sportives. Et, euh, le maître Cottard a été le fondateur justement de toute cette équipe et le leader de toute cette équipe de cadres techniques, quoi. Des hommes qui touchaient à tout, aux trois armes et qui, oui, c'était les pionniers qui partaient avec leur housse d'escrime, qui ouvraient des salles d'escrime un peu partout, là où il n'y en avait pas sur le territoire, quoi. Voilà. Et puis,
Après, ça s'est beaucoup plus structuré. Il y a un vrai corps des cadres techniques qui a été créé et qui a amené à un concours, quoi. Bon, là, je vous fais pas toute l'histoire. Et donc, 25 ans de CTR pour mon père et 8 ans pour moi. C'est bien. Je pense que on investit différents champs quand on est cadre technique régional. On voit un peu toutes les facettes du métier et c'est très 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 formateur. C'est très formateur. Et même je pense que, alors, ne pas en faire une généralité, mais je pense qu'une grande partie des carrières devrait se construire comme ça, c'est-à-dire que ben, on est maître d'armes, on a les capacités de rejoindre le corps des cadres techniques, on a d'abord des missions régionales. Voilà, un certain nombre d'années. Alors, on a parlé beaucoup de Jeux Olympiques et d'Olympiades. Bon, le temps de l'Olympiade, les 4 ans, ça me paraît bien. Donc, 8 ans de CTR. Après, on peut se diriger vers l'entraînement comme moi je l'ai fait. Entraîneur de pôle dans un premier temps. Puis après, entraîneur national, adjoint. Il y a des phases d'adjoint. Il y a des postes de titulaire. Voilà, et puis ensuite il y en a d'autres qui se dirigent vers la formation et qui font 8 ans pour former les futurs maîtres d'armes à l'IFFE actuellement. Donc c'est vrai qu'on a un panel très, très large de missions et que selon ses motivations, son feeling, on peut exécuter plusieurs missions dans sa carrière, quoi. Mais je suis quand même, je vais pas dire farouchement, mais je suis pas un partisan des carrières accélérées, quoi, où on est jeune maître d'armes et tout de suite on est propulsé entraîneur national. Il y a des étapes à ne pas brûler. Et alors l'exception, ben, ça doit rester l'exception. Mais on ne peut pas faire une généralité d'un jeune maître d'armes sans expérience qui devient entraîneur. Ça me semble d'une aberration incroyable. C'était quoi à peu près les principales missions quand c'était s'y faisait à cette époque finalement? CTR. C'était Ben, il y avait trois grands champs d'intervention. C'était la pratique du plus grand nombre. Donc, ben, je vous ai parlé du nombre de licenciés. Donc, c'est en fait qui est le plus possible de licenciés au sein du comité régional. Plus grand nombre de clubs. Plus grand nombre de dirigeants. Qui s'investissent pour l'association. Voilà. Bon, ça c'est tout ce qui rejoint le plus grand nombre. Alors, ça me fait passer au deuxième volet, c'est agir sur la formation. Donc, il fallait former des diplômes fédéraux. Donc, à l'époque, moi, c'était initiateur, moniteur. Maintenant, c'est éducateur et c'est animateur et éducateur. Des diplômés fédéraux arbitres. Voilà, arbitres départementaux, régionaux, pour les amener au national. Encadrer, accompagner les futurs brevets d'État. Allez, à mon époque, c'était les brevets d'État premier et deuxième degré. Accompagner ceux qui ont encore plus de possibilités à passer le professorat de sport. Voilà, tout le versant de la formation, je pense pas avoir oublié trop de choses, voilà. Et puis ensuite, il y avait, au sens très très large, tout ce qui concernait la vie sportive. Donc là, c'était les stages,
les compétitions de ligue, établir les calendriers régionaux et éventuellement faire des sélections avec toute l'équipe technique régionale, quoi. Donc la coordination de l'équipe technique régionale. Et en plus, nous, en créant cette section sportive, à cette époque-là, il y avait un gros versant sur l'entraînement, quoi. Alors, bon, c'était assez chronophage d'ailleurs. Bon, c'est aussi un métier complètement atypique, quoi, parce que les week-ends, ben, on est parti sans arrêt. La vie de famille, elle en pâtit grandement. Voilà, et puis la semaine, y a toujours quelque chose à faire la semaine, quoi. Surtout dans l'entraînement. Donc, voilà. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Après, comment vous voyez le futur dans le sport, l'escrime et en général, à partir de maintenant avec l'impact de la télé? Les nouvelles technologies et tout. Ouais, voilà, moi, c'est quelque chose qui va me dépasser forcément parce que c'est dur de suivre un petit peu les nouvelles technologies. Bon, j'arrive en fin de carrière, mais euh, je pense qu'il y aura de plus en plus d'escrime sans fil aussi à l'avenir. Ça, bon, ça fait tellement d'années qu'on en parle, mais il faut vraiment qu'on se penche là-dessus, quoi. Voilà. Bon, il y aura de plus en plus d'applications, il y en a déjà hein, sur les smartphones et choses comme ça. Euh, Là, c'est vrai qu'avec cette pandémie, on est en stand-by, quoi. On végète un peu. Même par moments, je me demande si on n'est pas trop amorphe, quoi. Moi, je crois qu'il faut aller de l'avant et que on devrait vraiment davantage aller dans les compétitions. Moi, je vois que c'est réalisable, quoi. Alors forcément, ça demande des moyens humains et financiers supérieurs, mais il faut le faire. Alors après, euh, je crois aussi que les Jeux Olympiques vont faire du bien au sport français. Voilà. Euh, Ça va être peut-être éphémère, mais il en restera toujours quelque chose. Il en restera toujours quelque chose. Euh, il faut profiter là de ces moments, les vivre pleinement. Euh, Après, le modèle économique du sport va changer. Alors là, je suis pas assez compétent pour répondre, mais il faut aussi, je pense, anticiper cette bascule, parce que si dans un sens on va profiter des Jeux de Paris, aussi après les Jeux de Paris, le modèle du sport français va enfin, probablement profondément changer. Et donc euh, là, tout le monde sportif, dirigeants, élus, enseignants, techniciens, sportifs, bénévoles, familles, il va falloir que tous ensemble on soit un petit peu visionnaire pour anticiper ce passage. Voilà. Je, je pense que d'ici là, j'aurai toujours un œil attentif sur l'escrime, mais je profiterai de ma retraite et d'autres loisirs passions. Voilà. Quand vous dites un fonctionnement changé, c'est-à-dire un peu plus, par exemple pour l'escrime, moi
je sais pas, la venue par exemple d'académies, de structures un peu plus privées ou ce genre de choses par exemple, ou dans un fonctionnement général plus? Alors, bah, on a un bel exemple dans la région, avec l'Académie Boer, du maître Boer. Euh, et je pense qu'il n'y a pas qu'une voie. Voilà, le modèle de l'association loi de 1901, bon, il est, il est quand même bien vieillot maintenant, et bah, il va être dur à dépoussiérer, quoi. Alors, il n'y a pas qu'une voie pour atteindre le haut niveau, il n'y a pas qu'une voie pour faire de l'escrime, voilà. Donc il y a des modèles qui existent déjà et qui vont se développer très probablement. Donc voilà. Mais c'est bien, c'est bien pour nos sportifs, hein, voilà. Il n'y a pas qu'une voie pour être champion, pour assouvir sa passion. Euh, le problème de la fédération, à mon avis, à ce moment-là, ou des comités régionaux, c'est de faire en sorte de trouver les moyens pour que ces structures, que ce soit la traditionnelle ou le système d'académie privée, fonctionnent ensemble pour le bien du plus grand nombre. Voilà. On ne peut pas travailler chacun dans son coin. Parce que, enfin, on peut le faire, mais on sera beaucoup moins efficient, beaucoup moins efficace, beaucoup moins performant. Donc, trouvons les moyens. Voilà, il faut qu'il y ait un large consensus pour que toutes ces différentes structures travaillent ensemble pour le bien de l'escrime. Voilà. Ensuite, oui, les clubs actuels, ils vont devoir se réinventer. Bon, ils vont devoir trouver. Je pense qu'une partie des aides traditionnelles, des aides financières traditionnelles des collectivités territoriales subsisteront, mais il va falloir trouver des partenariats autres, hein, voilà, privés. Il va falloir être avant-gardiste, quoi. On va être probablement sur un modèle beaucoup plus anglo-saxon. Et ceux qui sont pas à la page, ça va être très dur pour eux, quoi. Donc ça, faut pas attendre que ça arrive. Il faut essayer d'anticiper, quoi. Et bon, on voit bien que les clubs qui sont performants ou qui sont investis dans la discipline, c'est que dans leur domaine, ils sont novateurs et qu'ils ont cette anticipation, quoi. Ce temps de... Voilà. Qu'est-ce que je voulais donc dire d'autre sur ce sujet? Ça me reviendra. Vous pensez qu'aujourd'hui l'escrime est prêt à faire ce pas en avant et prêt à se mettre, comme vous dites, à la page, je crois? Ou est-ce qu'au contraire, Certains clubs, je vais dire, la grande majorité des clubs d'escrime sont en retard. vous pensez qu'ils restent ancrés dans Ouais, le traditionnel? ils sont. Oui, parce que on a encore des clubs à petits effectifs, parce que le moyen de se développer localement est limité. Voilà, parce que la motivation des bénévoles s'effrite aussi. Il faut les accompagner, les bénévoles, hein, voilà, bon, on est sur un système traditionnel français très fort, mais on fait rien pour eux. Alors là, on rentre un peu dans le versant politique, quoi. Mais est-ce que ça fait des années qu'on en parle? Moi, il y a d'autres personnes beaucoup mieux placées que moi qui pourraient en parler. Mais bon, quand on fait tant d'années de bénévolat
pour une association, est-ce qu'il y a des moyens de rétrocession de taxes, d'impôts, de choses comme ça, quoi. Voilà, je suis pas assez compétent pour parler de tout ça, mais voilà, tous ces gens-là, on les laisse aussi un peu tomber, et puis, allez, ben, de toute façon, on en trouvera d'autres. Ben non, à un moment donné, la source, elle peut se tarir, quoi. Donc, non, c'est comme il faut former des enseignants d'escrime, parce que pendant des années, on a compté sur les enseignants militaires, et puis au début, il y a une certaine émulation entre la formation civile et militaire, qui a été une très très bonne chose pour l'escrime française. Et puis là, en ce moment, on peut se dire, mais le métier n'est pas attractif, hein, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, parce que les associations elles rémunèrent pas assez leurs enseignants, voilà, alors que l'enseignement est probablement de grande qualité. Et c'est l'offre et la demande, hein, c'est le service, la qualité du service. Un service, ça se paye, quoi, voilà, à sa juste valeur. Euh, bon. Et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que chez nous, ben, il y aura, c'est pas péjoratif, hein, ce que je vais dire là, il y aura toujours plusieurs types d'associations, quoi. Il y aura toujours le petit club à entre 20 et 50 licenciés qui va être un club formateur. euh, euh, Rural ou semi-rural, qui verra ses élèves aller vers la ville voisine, parce qu'il faut aller au collège ou au lycée, et il va perdre ce licencié au profit de l'association qui est en place, le club d'escrime un tout petit peu plus gros, moyen, qui va perfectionner cet athlète. Et puis, ben, hop, il arrive à l'âge universitaire, ou même un peu avant, et il va aller dans la capitale régionale pour rejoindre un grand club. Voilà. Et, et tout ça, pour l'instant, c'est douloureux, parce que chaque club pense que le licencié est sa propriété et ne veut pas voir partir se licencier ailleurs, parce que voilà, et qu'il devienne un athlète de haut niveau reconnu dans le gros club local. Ah non, non, c'est pas ça. Ça, il y aura toujours des petits clubs, le club intermédiaire et le gros club. Et ça, il faut trouver le moyen pour que c'est un schéma très simpliste, hein, que je décris là, mais que ces trois types de taille de club euh, vivent bien ensemble pour le bien de l'athlète avant toute chose au final. Et puis, mais comment être reconnaissant envers ces clubs successifs qui ont participé à la formation, à l'initiation de l'escrimeur, puis à son perfectionnement, voilà, pour arriver au plus haut niveau. Euh, c'est des étapes inévitables, des processus incontournables. Et en fait, l'athlète, le jeune qui grandit, il est libre d'aller où il veut, quoi. Il est libre d'aller où il veut, il est libre de circuler, quoi. Euh, et j'ai participé en tant qu'enseignant à ces trois étapes. Euh, et je les connais bien, quoi. Alors bon, c'est sûr que la dernière étape, c'est là où on a un tout petit peu de reconnaissance. Euh, mais c'est bien dommage qu'on n'en ait pas avant. Mais en escrime, on n'est pas le foot, on n'est pas le tennis. Voilà, je suis pas Didier Deschamps. Bon. Et non, je voulais vous dire quelque chose, et puis en fait, non, je pense que c'est personnel, et je suis désolé. Voilà, mais voilà. Ouais, Mais euh,
Je vous ai parlé de Manon Brunet et de Cécilia Berder. Et je vous ai dit qu'il y avait tout un tas de personnes qui, c'est pas, moi, j'étais qu'un intermédiaire pour elles, puisque j'étais à l'étape du perfectionnement et du début un peu des résultats internationaux juniors. Après, il y a eu d'autres entraîneurs qui les ont amenés aux médailles olympiques et mondiales. Euh, mais j'oublie pas toutes les personnes qui les ont accompagnés dans toutes ces tranches-là de période de vie. Et, euh, et surtout pas leurs deux premiers maîtres d'armes. Voilà, de Rieux-la-Pape et de Quimper.